Bonjour à tous, merci de continuer à me suivre en vidéo. Merci de ce rendez-vous hebdomadaire. Donc c'est le premier, épisode 1 de la saison 5 comme on dit. C'est un épisode où je vais répondre aux premières questions que vous m'avez posées cette semaine. Et cette semaine, j'ai 4 questions essentielles. C'est Caroline, Michel, Michel Le et Eugénie qui m'ont posé des questions et je vais essayer de vous y répondre le plus rapidement possible, mais le plus clairement possible également. Caroline me dit pourquoi dans le cadre d'un mariage homosexuel, le conjoint ne peut-il pas être parent de droit? La question est assez intéressante effectivement puisque dans le cadre d'un mariage hétérosexuel, le mari est présumé être le père biologique, même s'il n'est pas le père biologique, en tout cas il est le père, quoi qu'il arrive. Si les deux conjoints ne sont pas mariés, donc s'ils sont concubins, l'homme est obligé d'aller faire une reconnaissance de paternité en mairie après la naissance de l'enfant. En ce qui concerne les couples de femmes, puisque je pense que c'est le sujet que veut aborder Caroline, en ce qui concerne les couples de femmes, elles sont obligées, lorsqu'elles font une PMA, d'aller faire une reconnaissance anticipée auprès d'un notaire. Et ce, visiblement, d'après la loi, que ce couple-là soit marié ou non marié. Il y a donc une différence de traitement, effectivement, entre un couple de femmes non mariées et un couple de femmes mariées par rapport à la même situation des hétérosexuels. Et donc, ce que je propose à Caroline, en fait, c'est d'écrire au ministre de la Justice pour lui mettre en lumière cette différence entre les couples hétéros et les couples homo, en tout cas pour les couples de femmes, en ce qui concerne le mariage ou le fait de vivre en concubinage. Voilà. Je pense que la question de Caroline est intéressante, elle met le doigt sur un manque dans le Code civil. Michel nous demande pourquoi ne pas envisager un gouvernement d'union nationale avec des ministres RN. Eh bien, Michel, pour mettre en place un gouvernement, il faut un minimum partager un certain nombre de socles communs et de valeurs communes. Vous remarquez aujourd'hui que les ministres qui sont au gouvernement proviennent d'horizons différents. Il y a des ministres qui disent d'être plutôt attachés à la droite, d'autres qui disent d'être plutôt attachés à la gauche. J'ai souvenir qu'encore ce matin ou hier matin, le ministre de l'Intérieur disait que lui, il venait de la droite et il ne s'en cachait pas, il n'y a pas de raison de s'en cacher, dans la mesure où ils portent tous ensemble un projet humaniste, un projet où l'homme est au centre de la société, où l'Europe fait partie d'un élément essentiel de stabilité et de paix dans le monde. Tout un tas d'éléments que l'on ne partage pas obligatoirement et même pas du tout avec le RN. Donc je pense qu'un gouvernement d'union nationale, on l'a déjà, mais l'union avec des extrêmes, ça paraît totalement difficile. Voilà Michel. Michel Le dit « Pourquoi les veuves et les veufs subissent-ils des prélèvements excessifs ?» Alors je pense que Michel veut parler de la demi-part. La demi-part qui a été supprimée en 2008. Cette demi-part pour les veufs et les veuves a été instaurée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notamment pour faire en sorte que les veuves de guerre soient moins impactées par l'impôt. Et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que cette demi-part supplémentaire bénéficiait surtout aux veuves, puisque c'était plutôt le cas, aux veuves qui avaient de hauts revenus. Voilà. Plus on avait de hauts revenus, plus on avait d'abattements. Et donc ce n'était pas obligatoirement équitable par rapport à des personnes qui avaient de faibles revenus. Donc en 2008, ça a été supprimé, la fin de la demi-part pour les veuves et les veufs. Cependant, depuis que le gouvernement Macron est arrivé, depuis 2017, nous avons relevé le seuil d'imposition et donc mis en place un certain nombre d'abattements. Dorénavant, en dessous de 14 611 euros de revenus annuels, il n'y a pas d'imposition. Nous avons également supprimé la taxe d'habitation pour 80% des personnes qui ont les plus bas revenus en France. Donc à chaque fois, vous remarquez que ce sont des éléments que nous mettons en place pour des personnes qui ont les plus bas revenus. Et la demi-part reste bien sûr toujours d'actualité en termes d'invalidité. Eugénie nous dit qu'il y a des critères discriminatoires sur les BRS à Paris pour les parents isolés et les handicapés célibataires. Alors pour répondre à Eugénie, il faut juste dire de quoi on parle. Le BRS, c'est quelque chose qui a été inventé pour permettre
à des personnes sous plafond de ressources sociales de pouvoir accéder à la propriété d'une manière particulière, c'est-à-dire qu'un organisme social achète un terrain, construit un immeuble dessus et vend uniquement le logement et ne vend pas la partie du terrain. Ceci est particulièrement intéressant, notamment dans les zones tendues où le prix du terrain est extrêmement cher et finit par représenter 30, 40 ou 50% du prix de l'appartement. En ne vendant pas le terrain, en ne faisant que le louer, on permet à un certain nombre de personnes d'acquérir des appartements entre 30 et 40% moins cher que le marché. Voilà. Donc effectivement, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui a été inventé par la loi Allure et qui a été boosté, si je puis dire, par la loi Elan que nous avons votée en 2018. Et j'aimerais d'ailleurs que ce système puisse être plus largement étendu au-delà des personnes qui ont des revenus sous plafond de ressources sociales. Alors il se trouve qu'en France, il y a 64 OFS qui ont été agréés, donc ce système s'est mis en place un petit peu partout en France, dans 64 lieux, et d'ici la fin de l'année 2021, on en aura plus d'une centaine. Paris a fini par s'y mettre, très récemment, et en s'y mettant pour un nombre faible de logements, puisqu'il s'agit de 23 logements dans le 14e arrondissement de Paris, ils ont eu 2685 dossiers de candidature. Donc effectivement, ce qui se passe à Paris ne se passe pas obligatoirement dans le reste de la France. Autant la totalité des dossiers de candidature dans le reste de la France a pu être traitée. Et pour ceux qui n'étaient pas traités, eh bien, ils étaient placés d'office, en tout cas en priorité sur les BRS suivants. À Paris, ce n'était pas le cas et donc ils ont dû mettre en place un certain nombre de critères. Donc j'espère que les critères ne sont pas discriminatoires pour les parents isolés et les handicapés célibataires. Mais si étant, je vais le regarder de plus près et vous faire un retour et faire un retour à Eugénie dès que j'aurai la réponse, effectivement. Mais en ce qui concerne Paris, la réponse est surtout de construire plus. Et quand j'entends dire les adjoints maires de Paris qu'ils n'ont plus de foncier ou que le foncier est beaucoup trop cher ou autre, oui, bien sûr, le foncier est cher, mais les BRS peuvent accéder à des prêts sur 80 ans, ce que ne peut pas se permettre un particulier. Donc ça diminue d'autant le poids du foncier sur le bilan. Et puis surtout, il y a du foncier qui est disponible un petit peu partout, il suffit de le regarder. Nous avons des friches de bureaux, et le Covid nous montre à quel point les bureaux sont disponibles, puisque de plus en plus de gens sont en télétravail. Il y a des friches commerciales plutôt, et donc tout un tas d'éléments qui sont à réhabiliter pour faire du logement. Donc si l'on veut trouver du foncier, on en trouve même dans les zones tendues. Voilà, donc j'ai répondu rapidement aux quatre questions. J'ai donc fait des promesses, notamment pour Caroline et pour Eugénie, d'aller plus loin et de leur répondre directement. Je vous invite pour la semaine prochaine à me poser à nouveau des questions. Cliquez sur le site jeanluclaglaise.fr pour éventuellement remplir. Cliquez sur le lien à la suite de cette vidéo pour me poser des questions. Et je vous donne rendez-vous sur l'épisode 2 de la saison 5 de Un député à votre disposition. Voilà, merci et bon week-end à tous.